Lorsque ma famille a soudainement disparu, sa famille m'a mise à la porte avec mon enfant. Ils ne savaient pas que ce geste allait déclencher une réaction en chaîne qui transformerait leur vie à jamais. Je m'appelle Aïssata, j'ai 28 ans et je vis à Lyon depuis mon arrivée du Mali il y a 5 ans. Mon mari Karim avait disparu depuis 1 semaine maintenant. Et sa famille semblait déjà avoir pris sa décision concernant mon sort et celui de ma fille Safia, âgée de 3 ans. La disparition de Karim avait été aussi soudaine qu'inexpliquée. Un matin, il était parti au travail comme d'habitude, m'embrassant tendrement avant de quitter notre petit appartement du 8e arrondissement. Le soir, il n'était jamais rentré. Son téléphone sonnait dans le vide. Ses collègues n'avaient aucune nouvelle, et même sa famille proche prétendait ne rien savoir. Au début, nous avions tous pensé à un accident, peut-être une hospitalisation d'urgence quelque part. Mais les hôpitaux de la région ne l'avaient pas admis, et la police n'avait retrouvé aucune trace de lui. Ce qui m'avait le plus choqué, c'était la rapidité avec laquelle l'attitude de sa famille avait changé. Karima, sa sœur aînée, qui m'avait toujours traité avec une politesse distante mais correcte, était devenue carrément hostile. Son frère Mourad, habituellement jovial, évitait désormais mon regard. Et leur mère, Hadja Fatima, qui m'avait accueillie dans la famille, avec une certaine réserve, mais qui avait fini par accepter ma présence, me regardait maintenant comme si j'étais responsable de la disparition de son fils. C'est lors du 7e jour de cette absence que la situation avait basculé. J'étais arrivée chez eux, comme chaque matin depuis 1 semaine, espérant avoir des nouvelles ou simplement pouvoir partager mon angoisse avec d'autres personnes qui aimaient Karim. Safia s'accrochait à ma robe traditionnelle, sentant la tension qui régnait dans l'air. En ouvrant la porte, Karima m'avait regardée avec un mélange de colère et de détermination que je ne lui avais jamais vu. Elle m'avait déclaré sans détour que ma présence n'était plus souhaitée dans la maison familiale. Selon elle, la disparition de Karim était suspecte, et il était évident que j'y étais pour quelque chose. Elle insinuait que j'avais peut-être poussé son frère à partir, ou pire encore, que j'avais organisé sa disparition pour récupérer ses biens. Ces accusations m'avaient coupé le souffle. Comment pouvait-elle imaginer que je ferais du mal à l'homme que j'aimais, au père de mon enfant? Mais ce n'était que le début. Mourad était sorti de la cuisine, soutenant ouvertement sa sœur. Il avait ajouté que depuis mon arrivée en France, leur frère avait changé, qu'il était devenu distant avec sa famille. Ils me reprochèrent d'avoir coupé Karim de ses racines, de l'avoir influencé négativement. Hadja Fatima, assise dans son fauteuil, hochait la tête en silence, son regard dur posé sur moi. L'humiliation avait atteint son comble quand Karima avait exigé que je rende les clés de l'appartement que Karim et moi partagions. Selon elle, cet appartement appartenait à la famille, et en l'absence de Karim, je n'avais aucun droit d'y rester. Elle m'avait donné 24 heures pour faire mes valises et partir avec ma fille. Safia, qui ne comprenait pas ce qui se passait mais ressentait la tension, avait commencé à pleurer. J'avais tenté de leur expliquer ma situation. Où pouvais-je aller avec un enfant en bas âge? Je n'avais pas d'économies importantes. Mon travail à temps partiel dans une boutique de tissus africains ne me permettait pas de louer rapidement un autre logement. De plus, j'avais besoin de rester proche pour les recherches concernant Karim. Mais mes arguments tombèrent dans des oreilles sourdes. Leur décision était prise. Ce qui me blessait le plus, c'était l'injustice de la situation. Depuis mon arrivée dans cette famille, j'avais tout fait pour m'intégrer respectueusement. J'avais appris leurs traditions, participé à leurs fêtes, aidé dans la cuisine lors des grandes occasions. J'avais même appris quelques mots d'arabe pour communiquer avec Hadja Fatima. Karim était fier de moi. Il disait souvent à ses amis comme j'étais une épouse modèle et une mère dévouée. Maintenant, face à cette épreuve, au lieu de nous serrer les coudes pour retrouver Karim, sa famille me rejetait comme si j'étais une étrangère indésirable. Le fait que je sois malienne et musulmane ne semblait plus compter. Seul importait le fait que je n'étais pas de leur sang, que je venais d'ailleurs, et qu'en période de crise, il était plus facile de me désigner comme responsable. En rentrant chez moi ce soir-là, les mains tremblantes en insérant la clé dans la serrure, je savais que c'était peut-être l'une des dernières fois que je franchissais ce seuil en tant qu'habitante légale de ce lieu. Safia s'était endormie dans mes bras, épuisée par cette journée émotionnellement intense. Je l'avais couchée doucement dans son petit lit, puis j'étais restée debout dans le salon, regardant autour de moi tous ces objets qui racontaient notre histoire, les photos de notre mariage, les dessins de Safia collés sur le réfrigérateur, les livres de Karim soigneusement rangés sur l'étagère. Cette nuit-là, allongée dans notre lit conjugal qui me semblait immense et froid, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps.
Non seulement j'avais perdu mon mari dans des circonstances inexpliquées, mais je me retrouvais également rejetée par sa famille, seule face à un avenir incertain avec ma petite fille. Je me sentais trahie, abandonnée et profondément blessée par leur manque de compassion. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Car ce que la famille de Karim ignorait, c'est que j'avais une tante en France, et que cette femme extraordinaire allait bientôt faire son apparition dans ma vie. Le lendemain matin, alors que je tentais de rassembler le courage nécessaire pour commencer à faire mes valises, mon téléphone avait sonné. Le numéro m'était inconnu, mais j'avais décroché par réflexe, espérant secrètement que ce soit des nouvelles de Karim. À ma grande surprise, c'était une voix de femme, chaleureuse et familière, qui s'était présentée comme étant Mariam, ma tante paternelle. Mariam était la sœur cadette de mon père, celle dont toute la famille parlait avec respect et admiration au Mali. Elle avait quitté le pays il y a plus de 20 ans pour s'installer en France, et au fil des années, les nouvelles de sa réussite nous parvenaient par bribes. On racontait qu'elle avait monté sa propre entreprise, qu'elle était devenue une femme d'affaires respectée, mais les détails restaient flous. En grandissant, j'avais souvent rêvé de la rencontrer, mais nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Sa voix au téléphone était douce, mais déterminée. Elle m'expliquait qu'elle avait appris par des connaissances communes ma situation difficile. Apparemment, la nouvelle de la disparition de Karim et de mes problèmes avec sa famille avait circulé dans la communauté malienne de Lyon. Certaines personnes, inquiètes de ma situation, avaient réussi à la contacter pour l'informer que sa nièce se trouvait en détresse. Ce qui m'avait immédiatement frappé dans sa manière de parler, c'était son assurance tranquille. Elle ne posait pas de questions indiscrètes sur les circonstances de la disparition de Karim, ne me jugeait pas, ne remettait pas en cause ma version des faits. Elle avait simplement déclaré qu'aucune femme de sa famille ne devait se retrouver seule face à de telles épreuves, et qu'elle venait me chercher dans l'après-midi. J'avais protesté, expliquant que je ne voulais pas être un fardeau, que ma situation était compliquée. Mais Mariam avait coupé court à mes objections avec une fermeté bienveillante. Elle m'avait dit qu'elle arriverait vers 15 heures avec un véhicule pour récupérer mes affaires et celles de Safia. Point final. Quand j'avais raccroché, je m'étais sentie partagée entre le soulagement et l'appréhension. D'un côté, cette intervention providentielle me sauvait d'une situation désespérée. De l'autre, j'avais peur de débarquer chez une tante que je ne connaissais pratiquement pas, avec ma fille et tous mes problèmes. À 15 heures précises, j'avais entendu le bruit d'un moteur s'arrêter devant l'immeuble. En regardant par la fenêtre, j'avais vu une Mercedes noire dernier modèle se garer impeccablement. Une femme en était sortie, grande, élégante, vêtue d'un ensemble tailleur beige qui respirait l'autorité et la réussite. Même à distance, je reconnaissais les traits de famille, cette prestance naturelle que possédaient toutes les femmes de ma lignée paternelle. Quand Mariam était montée chez moi, sa présence avait instantanément transformé l'atmosphère de l'appartement. Elle m'avait embrassée chaleureusement, avait pris Safia dans ses bras avec une tendresse naturelle et avait regardé autour d'elle avec un œil expert. En quelques minutes, elle avait évalué la situation et pris les choses en main avec une efficacité impressionnante. Elle m'avait demandé de lui montrer les affaires que je voulais emporter en priorité. Pendant que je rassemblais les vêtements de Safia et mes documents importants, elle avait fait plusieurs appels téléphoniques dans un français parfait, organisant apparemment différents aspects pratiques de mon déménagement. Son aisance au téléphone, la déférence que semblaient lui montrer ses interlocuteurs, tout indiquait que ma tante était une personne influente. Vers 17 heures, alors que nous terminions de charger ses affaires dans sa voiture, Karima était arrivée à l'improviste, accompagnée de Mourad. Ils venaient visiblement s'assurer que je respectais leur ultimatum et que je vidais effectivement les lieux. Leur expression avait changé quand ils avaient vu la Mercedes et ma tante, qui était en train de porter une des dernières valises. Karima s'était approchée avec son air habituel de supériorité, prête à me faire encore quelques remarques désobligeantes. Mais quand Mariam s'était retournée pour la saluer poliment, quelque chose dans son maintien, dans sa façon de la regarder droit dans les yeux, avait immédiatement imposé le respect. Ma tante avait simplement déclaré qu'elle était la tante d'Aïssata, qu'elle venait récupérer sa nièce, et qu'elle espérait que cette période difficile se résoudrait bientôt pour le bien de tous, particulièrement de la petite Safia. Le ton de Mariam était courtois, mais ferme. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais il était évident qu'elle ne se laisserait intimider par personne. Karima, habituellement si prompte à donner son avis sur tout, était restée silencieuse, visiblement déstabilisée par cette présence inattendue. Mourad, lui,
regardait la Mercedes avec des yeux ronds, se demandant visiblement qui était cette femme qui dégageait une telle autorité naturelle. En partant, Mariam avait laissé sa carte de visite à Karima, expliquant que si jamais il y avait des nouvelles de Karim, ou si la famille avait besoin de la contacter pour quoi que ce soit concernant les recherches, elle était joignable à tout moment. Ce geste professionnel et prévenant avait achevé de déstabiliser mes anciens beaux-parents, qui n'avaient manifestement pas prévu cette tournure des événements. Durant le trajet vers chez elle, Safia endormie sur mes genoux, Mariam m'avait raconté quelques éléments de son parcours. Elle était arrivée en France dans les années 2000 avec un diplôme de comptabilité et une détermination farouche de réussir. Elle avait commencé par travailler dans un petit cabinet comptable, puis avait créé sa propre société de conseil aux entreprises spécialisées dans l'import-export avec l'Afrique. Aujourd'hui, son entreprise employait une quinzaine de personnes et travaillait avec des clients dans toute la France. Ce qui m'impressionnait le plus chez elle, c'était sa simplicité malgré sa réussite évidente. Elle parlait de son succès sans arrogance, comme d'un travail accompli pas à pas, avec patience et persévérance. Elle me posait des questions sur mes propres projets, mes compétences, mes rêves, comme si ma situation actuelle n'était qu'un passage difficile et non pas une finalité. Quand nous étions arrivés devant sa maison dans le quartier chic de Sainte-Foy-les-Lyons, j'avais eu le souffle coupé. C'était une belle demeure contemporaine avec un jardin parfaitement entretenu, situé dans une rue calme bordée d'arbres. L'intérieur était décoré avec goût, mélange harmonieux de modernité française et de touches africaines subtiles qui créaient une atmosphère chaleureuse et sophistiquée à la fois. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un est apparu dans votre vie au moment où vous en aviez le plus besoin? Partagez en commentaire comment cette personne a changé votre perspective. Cette première nuit chez Mariam avait été la première depuis la disparition de Karim où j'avais réussi à dormir paisiblement. Ma tante m'avait installée dans une chambre spacieuse avec un lit d'appoint pour Safia, et pour la première fois depuis des jours, je m'étais sentie en sécurité. Mais ce sentiment de protection allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus puissant quand j'allais découvrir la véritable ampleur de l'influence de ma tante. Le lendemain matin, pendant que Safia jouait dans le jardin sous la surveillance de Fatou, la femme de ménage de Mariam qui s'était immédiatement prise d'affection pour ma fille, ma tante m'avait emmenée dans son bureau à domicile. C'était une pièce impressionnante, avec des étagères remplies de dossiers, un ordinateur dernier cri et plusieurs téléphones. Sur les murs, j'avais remarqué des photos de Mariam avec diverses personnalités, des diplômes encadrés et des articles de presse mentionnant son entreprise. Mariam m'avait expliqué qu'elle allait faire quelques appels pour m'aider dans mes démarches. Ce que je prenais pour de la simple aide familiale allait rapidement révéler sa véritable dimension. Son premier appel avait été au commissariat central de Lyon. En entendant sa conversation, j'avais réalisé qu'elle connaissait personnellement le commissaire divisionnaire, qu'elle l'appelait par son prénom et qu'il semblait lui porter un respect considérable. Elle avait expliqué la situation de manière factuelle et professionnelle, mentionnant que sa nièce était l'épouse d'un homme porté disparu depuis plus d'une semaine et qu'elle souhaitait s'assurer que toutes les démarches nécessaires avaient été entreprises. Le ton de la conversation indiquait clairement que le commissaire prenait ses demandes très au sérieux. Elle avait raccroché en m'annonçant qu'un inspecteur expérimenté serait spécialement assigné au dossier de Karim dès l'après-midi. Son deuxième appel m'avait encore plus stupéfiée. Elle avait contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, Maître Dubois, qui dirigeait visiblement l'un des cabinets les plus réputés de Lyon. Là encore, la familiarité de leur échange témoignait d'une relation professionnelle établie. Elle lui avait demandé de préparer un dossier concernant mes droits en tant qu'épouse de Karim, notamment concernant l'appartement et la garde de Safia. L'avocat s'était engagé à nous recevoir le jour même. Mais c'est son troisième appel qui m'avait révélé l'étendue véritable de son réseau. Elle avait téléphoné à quelqu'un qu'elle appelait Monsieur le député, et leur conversation portait sur les problèmes d'intégration et de discrimination que pouvaient rencontrer les familles immigrées en situation de crise. Elle évoquait mon cas comme un exemple parfait de la vulnérabilité des femmes étrangères face aux préjugés familiaux. Le député l'écoutait attentivement et promettait de sensibiliser ses services à ce type de situation. Pendant ces conversations, j'étais restée assise en face d'elle, abasourdie par la facilité avec laquelle elle naviguait dans ses sphères de pouvoir. Chaque interlocuteur semblait la connaître, la respecter, et surtout être prêt à l'aider immédiatement. Ce n'était pas de la simple politesse, c'était de la déférence sincère envers quelqu'un dont l'influence était reconnue et appréciée. Quand elle avait terminé ses appels, Mariam m'avait regardée avec un sourire bienveillant. Elle m'avait alors raconté comment elle avait construit ce réseau au fil des années.
Son entreprise avait travaillé avec de nombreuses institutions publiques et privées, elle était membre de plusieurs associations professionnelles, et elle avait toujours mis un point d'honneur à maintenir d'excellentes relations avec tous ses partenaires. Ce qui comptait pour elle, c'était la réciprocité. Elle aidait quand on avait besoin de ses services, et elle savait qu'elle pouvait compter sur les autres en retour. L'après-midi même, nous étions reçus dans le cabinet de Maître Dubois. C'était un homme distingué d'une 50aine d'années, qui nous avait accueillis avec une courtoisie parfaite. En écoutant mon histoire, il avait immédiatement identifié plusieurs points problématiques dans le comportement de la famille de Karim. Selon lui, leur tentative de m'expulser de l'appartement conjugal était illégale, et leurs accusations implicites contre moi pourraient être considérées comme diffamatoires. L'avocat avait préparé une lettre officielle à l'attention de la famille de Karim, les informant de mes droits légaux et les mettant en garde contre toute action qui pourrait être considérée comme du harcèlement. Cette lettre serait envoyée le lendemain par huissier, garantissant ainsi sa réception officielle. Il avait également entamé les démarches pour que je puisse récupérer mes affaires personnelles restées dans l'appartement, avec l'assistance des forces de l'ordre si nécessaire. Le soir même, l'inspecteur Moreau, celui qui avait été assigné spécialement au dossier de Karim, était venu nous rendre visite chez Mariam. C'était un homme expérimenté, qui avait pris le temps d'écouter attentivement mon témoignage et de noter tous les détails que je pouvais fournir sur les derniers jours avant la disparition de mon mari. Il m'avait assuré que l'enquête serait menée avec toute la rigueur nécessaire et qu'il me tiendrait personnellement informé des développements. Mais ce qui m'avait le plus marqué ce jour-là, c'était la transformation de ma propre situation en moins de 24 heures. La veille, j'étais une femme seule, rejetée par la famille de mon mari, menacée d'expulsion, sans recours apparent. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de ma tante, j'étais entourée de professionnels compétents, mes droits étaient protégés, et l'enquête sur la disparition de Karim prenait une nouvelle dimension. Cette nuit-là, en regardant Safia dormir paisiblement dans le lit d'appoint, j'avais pris conscience que ma tante ne m'avait pas seulement offert un toit. Elle m'avait rendu ma dignité, elle m'avait rappelé que j'avais des droits, et surtout, elle m'avait montré que je n'étais pas seule. Pour la première fois depuis la disparition de Karim, j'osais espérer que justice serait rendue, que la vérité éclaterait, et que ceux qui m'avaient humiliée allèrent devoir faire face aux conséquences de leurs actes. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir des témoignages comme le mien, car ce qui allait suivre allait complètement bouleverser la vie de la famille de Karim. Le vendredi matin, soit 4 jours après mon installation chez Mariam, l'inspecteur Moreau nous avait appelés avec des nouvelles importantes. Son enquête approfondie avait révélé des éléments troublants concernant la disparition de Karim. Des témoins avaient vu mon mari près de la gare de Lyon-Pardieu le jour de sa disparition, en compagnie d'un homme qu'ils ne connaissaient pas. Les images de vidéosurveillance confirmaient qu'il avait pris un train pour Paris, apparemment de son plein gré. Cette révélation m'avait à la fois soulagée et bouleversée. Soulagée parce qu'il n'était visiblement pas victime d'un accident ou d'une agression, mais bouleversée parce que cela confirmait qu'il était parti volontairement sans me prévenir. L'inspecteur Moreau avait précisé que ses recherches se poursuivaient pour comprendre les raisons de ce départ et identifier l'homme qui l'accompagnait. Pendant que nous digérions ces informations, Mariam avait reçu un appel inattendu. C'était Karima, la sœur de Karim, qui demandait à me parler. Sa voix au téléphone était différente, moins arrogante qu'habituellement. Elle prétendait avoir reçu la lettre de l'avocat et souhaitait clarifier certains malentendus. Mariam avait accepté qu'elle vienne nous voir dans l'après-midi, mais avait insisté pour être présente pendant toute la conversation. Quand Karima était arrivée chez ma tante, son comportement avait radicalement changé par rapport à notre dernière rencontre. Elle regardait autour d'elle avec une certaine nervosité, visiblement impressionnée par le cadre luxueux et par la prestance naturelle de Mariam. Mes anciennes belles-sœurs avaient commencé par présenter des excuses maladroites, expliquant que leur famille était sous le choc de la disparition de Karim et qu'ils avaient peut-être réagi de manière excessive. Mariam l'avait écoutée poliment, puis avait posé des questions précises sur les accusations qu'elle avait portées contre moi. Pourquoi avait-elle insinué que j'étais responsable de la disparition de son frère? Sur quoi se basaient ses soupçons? Karima s'était alors embrouillée dans ses explications, admettant finalement qu'elle n'avait aucune preuve concrète, que c'était simplement l'émotion qui l'avait poussée à chercher un coupable. Ce qui était devenu évident pendant cette conversation, c'était que la famille de Karim avait découvert qui était réellement ma tante. Karima avait mentionné avoir fait quelques recherches sur Internet après notre rencontre de mardi, et elle avait trouvé des articles sur l'entreprise de Mariam, des photos de remise de prix, des mentions dans des publications économiques. Elle réalisait maintenant qu'elle s'était attaquée à la nièce d'une femme influente et respectée.
Mais le véritable tournant de cette visite était survenu quand Karima avait évoqué certains détails troublants sur le comportement de Karim dans les semaines précédant sa disparition. Elle avait admis que son frère lui avait parlé de problèmes financiers importants, de dettes qu'il avait contractées sans m'en parler. Il lui avait même demandé de l'argent, ce qu'elle avait refusé. Elle avait également mentionné qu'un homme était venu plusieurs fois chez leurs parents en demandant à voir Karim, un homme que personne dans la famille ne connaissait. Ces révélations jetaient un éclairage complètement différent sur la disparition de mon mari. Il semblait qu'il ait eu des difficultés financières secrètes, peut-être liées à des créanciers peu recommandables. Sa fuite n'était probablement pas un abandon de famille, mais une tentative d'échapper à des problèmes qu'il n'avait pas eu le courage de m'avouer. Mariam avait immédiatement contacté l'inspecteur Moreau pour lui transmettre ces nouvelles informations. L'enquête prenait une direction différente, et il fallait maintenant explorer la piste des dettes et des éventuels créanciers véreux. L'inspecteur avait promis de vérifier les comptes bancaires de Karim et de rechercher d'éventuelles traces de prêts ou d'emprunts non déclarés. Le samedi suivant, nous avions reçu la visite de Hadja Fatima, la mère de Karim, accompagnée de Mourad. La vieille dame semblait profondément affectée par les révélations de sa fille et par la tournure que prenait l'enquête. Elle s'était excusée en arabe puis en français, reconnaissant qu'il m'avait injustement accusée et maltraitée. Ses larmes étaient sincères et je voyais qu'elle regrettait vraiment son attitude des derniers jours. Mourad, de son côté, avait apporté un sac contenant mes affaires personnelles qu'ils avaient récupérées dans l'appartement. Il avait expliqué qu'ils avaient aussi trouvé des documents cachés dans les affaires de Karim, des reconnaissances de dettes, des lettres de relance, des menaces voilées. Mon mari avait visiblement accumulé plus de 15 000 € de dettes auprès de différents créanciers, certains peu scrupuleux. Ce qui m'avait le plus ému dans cette visite, c'était de voir Hadja Fatima prendre Safia dans ses bras et lui parler tendrement en arabe. Ma petite fille avait immédiatement reconnu sa grand-mère et s'était blottie contre elle. Malgré tout ce qui s'était passé, les liens familiaux existaient toujours, et je ne voulais pas priver Safia de sa famille paternelle à cause des erreurs de jugement de ces derniers jours. Mariam avait géré cette réconciliation avec sa diplomatie habituelle. Elle avait proposé que la famille de Karim puisse voir régulièrement Safia, que nous maintenions le contact pour partager les nouvelles concernant l'enquête, et que tous ensemble, nous espérions le retour de Karim une fois ses problèmes résolus. Elle avait même suggéré que si Karim revenait, son entreprise pourrait peut-être l'aider à restructurer ses dettes et à retrouver une situation professionnelle stable. Cette proposition avait visiblement touché la famille de Karim. Ils réalisaient non seulement qu'ils s'étaient trompés à mon sujet, mais aussi que ma tante était disposée à aider leur fils, malgré la manière dont il m'avait traité. Karima avait même demandé si elle pouvait faire quelque chose pour réparer le mal qu'elle m'avait fait, proposition que j'avais acceptée avec gratitude. Le dimanche soir, en regardant Safia jouer dans le salon avec les nouveaux jouets que Mariam lui avait achetés, je repensais au chemin parcouru en une semaine. J'étais passée de la position de femme isolée et accusée à celle de femme soutenue et respectée. Mes anciens beaux-parents, qui m'avaient chassée de leur vie, venaient maintenant s'excuser et demander pardon. Mais surtout, j'avais découvert en ma tante une alliée puissante et bienveillante, qui m'avait non seulement offert un refuge, mais qui m'avait aussi rendu ma dignité et ma place dans cette histoire. Grâce à elle, la vérité commençait à émerger, les responsabilités se clarifiaient et justice était en train d'être rendue. 3 semaines après ces réconciliations, l'inspecteur Moreau nous avait annoncé une nouvelle majeure. Karim avait été retrouvé. Il se cachait effectivement à Paris, hébergé par un ancien collègue, paralysé par la honte et la peur de rentrer face à ses dettes. L'homme qui l'accompagnait le jour de son départ était un ami qui l'avait aidé dans sa fuite, inquiet pour sa sécurité face à certains créanciers particulièrement menaçants. Quand Karim était finalement rentré à Lyon, amaigri et visiblement rongé par la culpabilité, nos retrouvailles avaient été empreintes d'émotions contradictoires. J'étais soulagée de le voir vivant et en bonne santé, mais également blessée par son abandon et ses mensonges. Il m'avait expliqué qu'il avait contracté ses dettes pour tenter de monter sa propre entreprise d'import de produits maliens, projet qu'il voulait me présenter une fois finalisé. Mais les choses avaient mal tourné, ses partenaires l'avaient trompé, et il s'était retrouvé endetté sans rien à montrer pour ses efforts. Ce qui l'avait le plus marqué lors de son retour, c'était de découvrir l'ampleur du soutien que ma tante m'avait apporté. Mariam l'avait reçu chez elle avec une fermeté bienveillante, lui expliquant clairement qu'abandonner sa famille dans le mensonge était inacceptable, mais qu'elle était prête à l'aider à condition qu'il assume entièrement ses responsabilités. Cette conversation avait profondément marqué Karim,
qui réalisait que sa lâcheté avait failli détruire notre famille. La famille de Karim avait également vécu un véritable électrochoc en apprenant la vérité sur sa disparition. Karima s'était effondrée en larmes en réalisant qu'elle m'avait accusée injustement, alors que j'étais aussi victime que tous les autres de la situation. Hadja Fatima avait demandé à me voir en privé pour me présenter des excuses officielles et me demander de lui pardonner ses soupçons et sa dureté. Mourad, de son côté, avait reconnu qu'ils avaient laissé leurs préjugés guider leurs réactions au lieu de faire preuve de compassion familiale. Mais la véritable transformation était venue de l'intervention concrète de Mariam dans la résolution des problèmes de Karim. Elle avait organisé une réunion avec tous les créanciers, accompagnée de maîtres du bois, et avait négocié un échéancier de remboursement réaliste. Elle avait également proposé à Karim un emploi dans son entreprise, avec un salaire qui lui permettrait de rembourser ses dettes tout en subvenant aux besoins de sa famille. Cette offre était assortie d'une condition non négociable, une transparence totale avec moi sur tous les aspects financiers de notre vie commune. Le changement le plus spectaculaire concernait l'attitude de la famille de Karim envers moi. Karima, rongée par la culpabilité, était devenue d'une prévenance extrême, m'invitant régulièrement chez elle et s'efforçant de rattraper ses erreurs passées. Elle avait même organisé une soirée de réconciliation officielle, invitant toute la famille élargie pour présenter publiquement ses excuses et témoigner de son respect pour moi. Cette démarche, bien qu'un peu maladroite, était sincère et touchante. Hadja Fatima avait également transformé sa relation avec moi. Elle, qui m'avait regardée avec suspicion et dédain, demandait maintenant régulièrement mon avis sur des questions familiales importantes. Elle avait même commencé à m'enseigner certaines recettes traditionnelles familiales, geste symbolique fort qui marquait ma pleine acceptation dans la lignée. Safia, témoin de ces changements, s'épanouissait dans cette atmosphère familiale apaisée. Mais au-delà de la résolution des problèmes immédiats, cette épreuve avait révélé des vérités profondes sur moi-même et sur ma place dans cette société. Grâce à ma tante, j'avais découvert que je n'étais pas une femme isolée sans ressources, mais membre d'une famille influente et respectée. Cette révélation avait complètement changé la perception que les autres avaient de moi, mais surtout, elle avait transformé ma propre confiance en moi. Mariam m'avait également proposé de rejoindre son entreprise, non pas par charité familiale, mais parce qu'elle avait reconnu mes compétences en langue et ma connaissance des traditions maliennes. Elle développait justement un nouveau secteur d'activité lié au commerce équitable avec l'Afrique de l'Ouest, et mes origines constituaient un atout précieux pour établir des partenariats authentiques. Cette perspective professionnelle me donnait une indépendance financière et une reconnaissance sociale que je n'avais jamais imaginée. 6 mois plus tard, lors d'une grande fête organisée chez Mariam pour célébrer le premier anniversaire de l'entreprise familiale que nous avions créée ensemble, je repensais à cette période sombre où je me croyais seule et abandonnée. Autour de moi, la famille de Karim riait et plaisantait, Safia courait partout en robe de princesse, et mon mari, devenu un employé modèle et un mari transparent, discutait projets d'avenir avec ma tante. Ce qui me frappait le plus, c'était de voir comment une situation d'injustice et d'humiliation s'était transformée en opportunité de croissance pour tous. La famille de Karim avait appris à ne pas juger trop rapidement, mon mari avait mûri et assumé ses responsabilités, et moi, j'avais découvert ma propre force ainsi que l'importance de la solidarité familiale. Même Karima était devenue une alliée précieuse, utilisant son réseau social pour promouvoir nos nouveaux produits équitables. Cette épreuve m'avait enseigné que parfois, les moments les plus sombres de notre existence ne sont que des passages vers des révélations essentielles. Sans la disparition de Karim et le rejet de sa famille, je n'aurais jamais contacté ma tante, je n'aurais jamais découvert mes propres capacités, et notre famille ne serait jamais devenue cette équipe soudée et prospère qu'elle était aujourd'hui. En regardant Mariam ce soir-là, élégante et rayonnante au milieu de ses invités, je mesurais l'ampleur de sa générosité. Elle ne m'avait pas seulement sauvée d'une situation difficile, elle m'avait révélée à moi-même et m'avait offert les moyens de construire l'avenir dont je rêvais pour Safia et moi. Grâce à elle, j'étais passée du statut de victime à celui de femme entrepreneur respectée. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages qui prouvent que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière qui peut transformer notre destin. Car au final, j'ai appris que nous ne sommes jamais vraiment seuls quand nous appartenons à une famille qui nous aime et nous respecte.